Le salon parisien baigne dans cette lumière dorée de fin d'après-midi qui traverse les hautes fenêtres et dessine des rectangles lumineux sur le parquet ciré, cette atmosphère feutrée de l'appartement haussmannien qu'Isabelle a toujours trouvée apaisante, mais qui ce soir lui semble étouffante, presque hostile. Elle est assise dans le fauteuil en velours bleu face à la table dressée pour 3 personnes, Thomas à sa droite qui tapote nerveusement son téléphone sans la regarder, et Geneviève en bout de table impeccable dans son tailleur Chanel gris perle qui ajuste ses couverts avec cette précision maniaque qui donne toujours à Isabelle l'impression d'être jugée sur le moindre de ses gestes. Le dîner se déroule dans ce silence tendu, ponctué seulement par le tintement des fourchettes contre la porcelaine. Geneviève commente la nappe avec un sourire pincé. Un peu froissé, n'est-ce pas? Puis elle observe le vin d'un air désapprobateur. On aurait pu mieux choisir, vraiment. Isabelle encaisse en silence comme elle l'a fait pendant 3 ans, 3 longues années à être la femme invisible de cette famille, celle qu'on tolère mais qu'on ne respecte pas, celle dont le nom de jeune fille Moreau sonne trop ordinaire comparé au prestigieux Renaud. Mais ce soir, Isabelle a quelque chose à dire, quelque chose qu'elle a répété 10 fois dans sa tête en rentrant de la clinique cet après-midi. Le test de grossesse positif caché dans son sac à main comme une bombe à retardement, et elle sent son cœur battre si fort qu'elle en a presque la nausée quand elle pose sa fourchette et murmure d'une voix qu'elle voudrait assurer, mais qui tremble légèrement. « Thomas, je suis enceinte. » Le silence qui suit est assourdissant. Thomas lève enfin les yeux de son téléphone et la fixe comme si elle venait de parler en chinois. Geneviève pose sa fourchette avec un bruit métallique qui résonne dans toute la pièce. Et pendant 3 secondes interminables, personne ne bouge, personne ne respire. Jusqu'à ce que Thomas se lève brusquement. Sa chaise racle le parquet dans un grincement qui fait grimacer Isabelle. Et il explose d'une voix qu'elle ne lui connaît pas, une voix chargée de rage et de panique. « Quoi? Tu es sérieuse? Isabelle, je t'avais dit que ce n'était pas le moment. Ma carrière d'école, ma mère a besoin de moi à l'entreprise. Et toi tu fais ça? Tu fais ça maintenant ?» Isabelle ouvre la bouche pour répondre que ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait toute seule, que c'est leur enfant à tous les deux, mais Thomas ne lui laisse pas le temps. Il se penche vers elle et lâche avec un mépris glacial qui la transperce comme une lame. « Je ne veux pas de cet enfant, tu entends? Je ne veux pas. Arrange-toi. » Geneviève, qui jusqu'ici observait la scène avec cette expression neutre qu'elle maîtrise si bien, ajoute d'une voix posée et ferme comme si elle donnait un ordre à une domestique. « Fais ce qu'il te dit, discrètement. On paiera la clinique si c'est une question d'argent. » Isabelle sent les larmes monter, brûlantes, humiliantes. 3 ans à se sacrifier pour cet homme, à quitter son travail pour soutenir sa carrière, à sourire au dîner mondain où personne ne lui adressait la parole, à encaisser les remarques de Geneviève sur ses origines modestes, sur sa mère femme de ménage, sur son manque de classe, et maintenant ça, maintenant ce rejet brutal de l'enfant qu'elle porte, et quelque chose se brise en elle, pas son cœur, quelque chose de plus profond, sa peur. Elle essuie ses larmes d'un geste sec, inspire profondément, et sourit. Un sourire froid qui surprend Thomas, avant de dire d'une voix calme et posée, qui contraste avec le chaos de tout à l'heure. « Ne vous inquiétez pas, cet enfant ne portera pas votre nom. » Puis, elle sort de son sac l'enveloppe Kraft qu'elle garde sur elle depuis 2 semaines, celle qu'elle avait presque oubliée tant elle espérait ne jamais avoir à s'en servir, et elle la pose sur la table sous les yeux écarquillés de Thomas et Geneviève qui fixent l'enveloppe comme si c'était une grenade dégoupillée. Thomas murmure d'une voix blanche. « Qu'est-ce que c'est ?» Isabelle ne répond pas. Elle se contente de le regarder avec ce sourire glacé qui ne lui ressemble pas. Et Geneviève tend une main tremblante vers l'enveloppe. 3 semaines plus tôt, l'appartement était plongé dans ce silence nocturne particulier des nuits parisiennes. Ce calme troublé seulement par le ronronnement lointain des voitures sur le boulevard Saint-Germain et le tic-tac de l'horloge ancienne dans le salon. Un héritage de la famille Renaud qui marquait les heures avec cette régularité implacable qui agaçait Isabelle depuis toujours. Elle était assise devant l'ordinateur portable de Thomas, qu'il avait oublié ouvert sur le bureau en acajou, cherchant simplement la facture du plombier pour leur déclaration d'impôt quand une notification avait fait vibrer l'écran dans la pénombre. Ce petit bruit sec qui allait tout changer.
Elle n'avait pas l'intention de fouiller, ce n'était pas dans sa nature, mais ses yeux avaient accroché malgré elle les premiers mots du message qui s'affichait en haut de l'écran. « Mon amour, hier soir était magique. Vivement qu'on soit débarrassé de ce boulet et qu'on puisse vivre au grand jour. Je t'aime. C'est. » Elle avait relu ces mots 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme si son cerveau refusait d'en comprendre le sens. Ce mot surtout, boulet, qui résonnait dans sa tête comme une cloche fêlée. Ses mains s'étaient mises à trembler quand elle avait cliqué sur la boîte mail, découvrant des dizaines de messages échangés avec cette Céline qu'elle avait rencontrée une seule fois au pot de fin d'année de l'entreprise Renault. Une jeune femme de 24 ans, aux cheveux blonds coupés au carré et au sourire éclatant, qui lui avait dit en trinquant au champagne qu'elle avait tellement de chance d'avoir un mari comme Thomas, si brillant, si dévoué. Maintenant, Isabelle lisait leurs déclarations enflammées, leurs rendez-vous secrets dans des hôtels discrets du Marais, leurs projets d'avenir où elles n'existaient plus, effacés, remplacés, comme un meuble dont on se débarrasse quand on refait la décoration. Elle aurait dû hurler, pleurer, casser quelque chose, mais son cerveau de comptable s'était mis en marche avec cette logique froide qui la caractérisait au travail, cette capacité à transformer l'émotion en chiffres et en stratégie. Elle avait créé un dossier caché sur une clé USB bleue qu'elle gardait toujours dans son sac, fait des captures d'écran méthodiques de chaque email compromettant, sauvegardé les photos que Thomas et Céline s'envoyaient. Puis elle avait fouillé plus loin, poussée par une intuition qu'elle ne s'expliquait pas, cette petite voix qui lui disait que si Thomas mentait sur ça, il mentait sûrement sur autre chose. C'est là qu'elle avait trouvé le véritable trésor, enfoui dans un dossier nommé innocemment « Archives 2019 », des relevés bancaires de l'entreprise Renault Consulting que Thomas gérait avec Geneviève depuis la mort de son père, des virements massifs vers des comptes offshore domiciliés aux îles Caïmans et au Luxembourg, des factures gonflées de fournisseurs qui n'existaient pas quand elle vérifiait les numéros SIRET, des notes de frais personnels déguisées en dépenses professionnelles, restaurants gastronomiques, week-end en amoureux à Deauville et à Biarritz, tout payé par l'entreprise. 400 000 € détournés sur 3 ans, peut-être plus si elle creusait davantage. Et elle avait tout photographié avec son téléphone, les mains tremblantes mais le regard concentré comme quand elle bouclait un bilan comptable difficile. Le lendemain, elle avait contacté une certaine maître Dubois, dont une ancienne collègue lui avait parlé, une avocate spécialisée en divorce conflictuel, dont le cabinet se trouvait dans le 16e arrondissement, loin de leur quartier du 7e. Elle s'était retrouvée dans un café anonyme près de la place Victor Hugo, où Isabelle avait étalé ses preuves sur la table en formica rayé. L'avocate, une femme de 50 ans aux cheveux gris coupés courts qui portait un tailleur marine strict, avait feuilleté les documents avec un sourire qui ressemblait presque à de l'admiration professionnelle. « Vous avez de quoi l'envoyer en prison, lui et sa mère. » Isabelle avait secoué la tête. « Je ne veux pas les détruire. Je veux juste être libre. Alors gardez ça comme assurance. Comme une arme que vous ne sortirez que si vous n'avez pas le choix. » Isabelle avait aussi vidé discrètement leur compte joint, 18 000 € qu'elle avait transférés sur un nouveau compte ouvert à son nom à la caisse d'épargne. Isabelle roule jusqu'à son studio secret dans les rues désertes de Belleville. Ses mains tremblent sur le volant de sa vieille Clio et elle doit s'arrêter 2 fois à des feux verts tant son esprit est ailleurs, rejouant en boucle la scène du dîner, le visage décomposé de Thomas quand il a vu les photos, les yeux de Geneviève qui lançaient des éclairs de haine pure quand elle a compris qu'Isabelle savait tout sur les détournements. Elle se gare tant bien que mal devant l'immeuble ancien aux façades grises et aux volets verts écaillés, monte les 5 étages à pied parce que l'ascenseur est en panne depuis 3 semaines, et quand elle referme enfin la porte du studio derrière elle, quand elle pose son sac sur le lit étroit et regarde autour d'elle ces 25 mètres carrés qui sentent encore la peinture fraîche et le bois verni, elle s'effondre. Elle pleure. Pas des larmes délicates qui coulent en silence, mais des sanglots violents qui lui déchirent la poitrine et lui coupent le souffle. Des sanglots qui remontent de si loin qu'elle en a mal aux côtes. Elle pleure l'homme qu'elle croyait avoir épousé, celui qui lui promettait une vie de bonheur et de complicité lors de leur mariage à la mairie du 7e arrondissement il y a 3 ans, celui qui lui murmurait qu'il l'aimait pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle possédait. Elle pleure les 3 années perdues à se faire toute petite, à sourire quand elle aurait dû hurler, à accepter l'inacceptable,
les remarques venimeuses de Geneviève sur son manque d'élégance naturelle, sur ses parents qui n'avaient jamais voyagé plus loin que la Bretagne, sur son incapacité à briller dans les dîners mondains où l'on parlait de vernissage et de premières à l'opéra. Elle pleure aussi de peur, cette peur viscérale qui lui tord le ventre quand elle pense à l'avenir. Et si elle n'y arrivait pas? Et si élever un enfant seul était au-dessus de ses forces? Elle qui n'a plus travaillé depuis 2 ans, qui n'a plus de réseau professionnel à Paris, qui voudra l'embaucher maintenant qu'elle est enceinte de 4 mois, avec ce ventre qui commence à s'arrondir sous ses pulls amples. Son téléphone vibre sur le lit, encore et encore, comme un insecte agaçant. Thomas. 47 appels manqués en 1 heure. Des messages qui défilent sur l'écran lumineux dans la pénombre. Isabelle répond. On doit parler. Je t'aime. J'ai fait une erreur. Ma mère est en crise cardiaque à cause de toi. Ce dernier message tellement grotesque qu'elle faillit rire malgré ses larmes. Geneviève en crise cardiaque, elle qui fait ses 5 kilomètres de marche rapide chaque matin au jardin du Luxembourg et qui surveille son cholestérol comme un général surveille ses troupes. Elle bloque son numéro d'un geste sec, puis celui de Geneviève par précaution, et le silence qui suit est presque assourdissant, troublé seulement par le bruit de la circulation lointaine et les cris d'un couple qui se dispute dans l'appartement du dessous. Il est 3 heures du matin quand elle compose le numéro de sa mère en Bretagne. Martine décroche à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée et immédiatement inquiète, ce ton que prennent les mères quand elles savent que quelque chose ne va pas. « Isabelle ? Il est 3 heures du matin, qu'est-ce qui se passe ?» Isabelle ouvre la bouche, mais aucun son ne sort pendant quelques secondes, juste un souffle tremblant, avant qu'elle ne murmure d'une voix brisée. « Maman, je divorce, et je suis enceinte. » Le silence au bout du fil dure une éternité. Puis la voix de Martine, cette voix ferme qui l'a bercée enfant, qui l'a consolée quand son père est mort dans cet accident de voiture sur la route de Quimper quand elle avait 15 ans, qui ne tremble jamais même dans les pires tempêtes. « Tu reviens à la maison. » Isabelle secoue la tête même si sa mère ne peut pas la voir, murmure qu'elle ne peut pas fuir à chaque problème, qu'elle doit affronter, qu'elle est une adulte maintenant. Mais Martine l'interrompt avec une douceur implacable qui ne laisse aucune place à la discussion. « Tu ne fuis pas ma fille, tu reconstruis. Tu viens ici, tu accouches d'ici, et on élève ce petit ensemble, comme j'ai fait avec toi quand ton père est mort et que je me suis retrouvée seule à 35 ans avec une adolescente et des dettes plein les poches. Tu m'entends ? Tu viens à la maison. » Les larmes redoublent sur les joues d'Isabelle, mais cette fois ce sont des larmes de soulagement, de gratitude. Elle balbutie qu'elle ne veut pas être un poids, que sa mère a déjà tant fait, qu'elle mérite enfin de profiter de sa retraite tranquillement dans sa petite maison de Saint-Malo. Mais Martine rit doucement, ce rire cristallin qui résonne comme une promesse. « Un poids, toi ? Ma fille ? Tu es ma fierté, tu as toujours été ma fierté. Alors, tu prends tes affaires, tu tournes la page sur ce mari minable et sa mère toxique, et tu viens. Ton ancienne chambre t'attend. Les draps sont propres, et j'ai encore des confitures de fraises du jardin dans le cellier. » Isabelle sourit à travers ses larmes. « D'accord, maman. D'accord. » Quand elle raccroche, elle se sent plus légère qu'elle ne l'a été depuis des mois, comme si un poids immense venait de glisser de ses épaules. 2 semaines plus tard, Isabelle roule vers Saint-Malo dans sa Clio chargée de cartons et de valises, quittant Paris par l'autoroute A11 qui traverse la campagne normande puis bretonne, cette route qu'elle connaît par cœur pour l'avoir empruntée tant de fois pendant son enfance et son adolescence lors des allers-retours entre la capitale et la maison familiale. Le ciel est gris et bas, comme souvent en Bretagne à cette époque de l'année, début novembre. Mais elle ne ressent aucune tristesse, juste un soulagement immense qui grandit à mesure qu'elle s'éloigne de Paris et de ses souvenirs empoisonnés. Elle arrive en fin d'après-midi alors que la lumière décline déjà sur la côte. La maison de Martine se trouve dans un petit quartier de Saint-Malo intramuros, une bâtisse en pierre de granit aux volets bleus délavés par les embruns, avec un jardinet minuscule où poussent des hortensias roses et mauves qui refleurissent chaque été depuis 40 ans. Martine l'attend sur le pas de la porte, petite silhouette ronde dans son pull en laine beige et son tablier à fleurs, les cheveux gris tirés en chignon serré, et quand Isabelle descend de voiture, elle se précipite dans ses bras avec une urgence qui la surprend elle-même. « Ma fille, ma petite fille,
murmure Martine en la serrant fort contre elle. Et Isabelle sent l'odeur familière de lavande et de pain chaud qui émane de sa mère. Cette odeur qui signifie sécurité et amour inconditionnel. Les jours suivants s'écoulent dans une douceur tranquille qui ressemble à une convalescence. Isabelle dort 12 heures par nuit dans son ancienne chambre sous les combles, celle où elle a grandi avec ses posters jaunis de chanteurs des années 2000 encore collés au mur, se réveille au son des mouettes qui crient au-dessus des toits et de l'odeur du café que Martine prépare toujours à 7 heures précises. Elle aide sa mère au jardin, malgré son ventre qui commence à s'arrondir, bêche la terre pour préparer les plantations de printemps, taille les rosiers qui grimpent le long du mur de pierre. Un matin, elles se rendent ensemble au marché de Saint-Malo, qui se tient tous les mardis et vendredis, sur la place du marché aux légumes, cette tradition ancestrale que rien ne semble pouvoir ébranler. Les étals débordent de produits locaux, huîtres de Cancale encore vivantes dans leurs caisses, araignées de mer et tourteaux qui agitent leurs pinces, légumes de saison couverts de terre fraîche, fromage breton au lait cru, galettes et kouign-amann qui embaument le beurre salé. Isabelle redécouvre ces saveurs de son enfance, cette simplicité qu'elle avait oubliée à Paris, où tout semblait artificiel et compliqué. C'est au détour d'un étal de poissons qu'elle croise Léa, une ancienne camarade de lycée qu'elle n'a pas revue depuis 10 ans. Léa est devenue sage-femme au centre hospitalier de Saint-Malo. Elle a gardé son sourire franc et ses cheveux roux coupés au carré, et quand elle reconnaît Isabelle, elle pousse un cri de joie avant de la serrer dans ses bras, sans même remarquer son ventre arrondi. « Isabelle Moreau, qu'est-ce que tu fais là ? Je te croyais à Paris. » Elles prennent un café ensemble dans un petit bistrot qui donne sur les remparts, vue sur la mer grise et agitée. Isabelle raconte tout, le mariage raté, la grossesse, le retour en Bretagne, et Léa écoute sans juger, hoche la tête au bon moment, pose sa main sur celle d'Isabelle, quand les larmes menacent de revenir. « Tu sais que je peux te suivre pour la grossesse si tu veux, » dit Léa en finissant son café. « Je travaille à la maternité, tu seras entre de bonnes mains. » Isabelle accepte avec reconnaissance. Pour la première fois depuis des semaines, elle sent qu'elle n'est plus seule, qu'il existe encore des gens bienveillants qui ne la jugent pas sur son échec conjugal ou ses origines modestes. Le soir même, Martine lui annonce qu'elle a trouvé une solution pour l'argent. Une amie qui tient la boulangerie du quartier cherche quelqu'un pour tenir sa comptabilité. Quelques heures par semaine. Rien d'épuisant, mais de quoi se sentir utile et gagner un peu d'argent. Isabelle accepte immédiatement, reconnaissante de pouvoir recommencer à travailler, de ne pas être juste une femme abandonnée qui vit chez sa mère. La vie reprend doucement un rythme, un sens. Les semaines passent, décembre arrive avec ses premières tempêtes d'hiver qui fouettent à la côte bretonne. Isabelle est maintenant enceinte de 5 mois. Son ventre s'arrondit franchement sous ses pulls en laine, et elle commence à sentir le bébé bouger, de petits coups timides qui lui rappellent qu'elle ne se bat pas seulement pour elle, mais pour cette vie qui grandit en elle. Isabelle fixe l'enveloppe trempée entre ses mains, les 3 mots manuscrits qui dansent devant ses yeux. « On sait où tu es », tracé à l'encre noire avec cette écriture élégante et penchée qu'elle reconnaîtrait entre mille. Celle de Geneviève qui signait toujours les cartes de vœux et les invitations de l'entreprise Renault. Son sang se glace dans ses veines, malgré la chaleur du poêle à bois qui ronfle dans le salon. Comment ont-elles trouvé l'adresse de Martine, elle qui a fait si attention à ne laisser aucune trace, à ne prévenir personne de son départ pour la Bretagne? Martine lui prend l'enveloppe des mains, la lit à son tour, et son visage se durcit de cette façon particulière que connaissent bien les Bretonnes quand on menace leur famille, cette détermination silencieuse qui vaut tous les discours. « Elles ne te prendront pas ton enfant », dit-elle d'une voix ferme. « Tant que je serai vivante, elles ne franchiront pas cette porte. » Les jours suivants, Isabelle vit dans une vigilance constante qui épuise son corps déjà fatigué par la grossesse. Elle sursaute au moindre bruit, vérifie 3 fois que les portes sont bien verrouillées avant d'aller se coucher, scrute la rue depuis la fenêtre de sa chambre sous les combles chaque fois qu'une voiture ralentit devant la maison. Elle commence à remarquer des détails inquiétants. Cette même berline grise garée trop souvent au bout de la rue quand elle va chercher le pain à la boulangerie du quartier, cet homme en imperméable beige qui semble la photographier avec son téléphone au marché du mardi, cette sensation permanente d'être observée qui la fait se retourner sans cesse dans la rue. Un matin de décembre, alors qu'elle sort de chez le médecin après son échographie du 5e mois,
Elle aperçoit la berline grise garée juste en face du cabinet. Le conducteur lit un journal, mais elle voit bien qu'il l'observe par-dessus les pages, et quand elle commence à marcher vers l'arrêt de bus, il démarre lentement et la suit à distance. La peur lui noue le ventre. Elle accélère le pas, malgré son ventre rond qui la déséquilibre, tourne brusquement dans une petite rue perpendiculaire et se réfugie dans la première boutique venue, une librairie qui sent le papier ancien et le café. La libraire, une femme d'une 60aine d'années aux lunettes rondes, remarque immédiatement son trouble. « Ça va, ma petite ? Vous êtes toute pâle. » Isabelle hésite, puis raconte. La voiture, l'homme, cette impression d'être suivie depuis des jours. La libraire hoche la tête gravement, téléphone à son fils qui travaille à la gendarmerie de Saint-Malo, et 20 minutes plus tard, un jeune gendarme arrive pour prendre sa déposition. Isabelle explique tout, le divorce conflictuel, les menaces voilées de Geneviève, cette surveillance qui a commencé depuis la lettre anonyme, mais le gendarme secoue la tête avec une moue désolée. « Je comprends votre inquiétude, madame. Mais sans preuve concrète de harcèlement ou de menaces directes, on ne peut pas faire grand-chose. Une voiture garée dans la rue, un homme qui prend des photos au marché, légalement ce n'est pas suffisant pour intervenir. » Isabelle rentre chez Martine découragée et épuisée. Sa mère la fait asseoir dans la cuisine, lui prépare une tisane de verveine bien chaude avec du miel de châtaignier, et s'assoit en face d'elle avec cette expression déterminée qu'Isabelle connaît bien. « On va demander de l'aide », dit Martine simplement. Le lendemain, c'est Léa qui passe à la maison après son service à la maternité, et elle amène avec elle son frère Mathieu, que Isabelle n'avait jamais rencontré. Il a 33 ans, des mains calleuses de menuisier, une carrure solide et un regard doux qui inspire confiance. Léa lui a tout raconté apparemment. Et il propose sans détour de passer régulièrement à la maison pour vérifier que tout va bien, réparer les volets qui ferment mal, installer de meilleurs verrous sur les portes. C'est normal de s'entraider entre voisins, dit-il avec ce pragmatisme breton qui refuse les grandes déclarations. Et puis ma sœur vous adore, alors ça me ferait plaisir de vous aider. Mathieu commence à venir 2 ou 3 fois par semaine, après son travail au chantier naval de Saint-Malo, où il fabrique des bateaux de pêche traditionnels. Il renforce les serrures, installe des détecteurs de mouvement dans le jardin, répare la gouttière qui fuyait depuis des mois. Il travaille en silence, ne pose pas de questions indiscrètes, accepte juste les cafés que Martine lui prépare et les parts de fard breton qu'elle sort du four. Un soir, alors qu'il finit de poser un nouveau verrou sur la porte de derrière, Isabelle lui demande pourquoi il fait tout ça pour elle. Une quasi-inconnue. Il hausse les épaules en rangeant ses outils dans sa caisse en bois. Parce que c'est pas normal qu'une femme enceinte doive avoir peur chez elle. Et puis Léa m'a dit que vous étiez quelqu'un de bien. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Isabelle dort d'un sommeil profond, bercée par le bruit de la mer toute proche et par cette sensation étrange de ne plus être complètement seule face au danger. La découverte du message sur le pare-brise change quelque chose dans l'attitude de Mathieu. Quand Isabelle le lui montre ce soir-là, alors qu'il vient réparer la poignée de la fenêtre du salon, son visage se ferme d'une manière qu'elle ne lui connaît pas, une colère froide qui se lit dans le pli de sa mâchoire et dans ses mains qui serrent un peu trop fort le tournevis. « Je vais dormir sur le canapé », annonce-t-il sans la consulter. Isabelle proteste, dit qu'il ne peut pas sacrifier ses nuits pour elle, qu'il doit travailler le lendemain au chantier naval et qu'il a besoin de sommeil. Mais Mathieu secoue la tête avec cette obstination tranquille des Bretons qui ont pris une décision. « Ma sœur me tuerait si je vous laissais seule avec des folles qui rôdent autour de la maison. Et puis le canapé de Martine est plus confortable que mon lit chez moi de toute façon. » Cette nuit-là, et toutes les suivantes, Mathieu dort dans le salon, sa grande silhouette étendue sur le vieux canapé en velours vert, et Isabelle découvre qu'elle peut enfin fermer les yeux, sans sursauter au moindre craquement du parquet. Martine le nourrit comme un fils, café au lait et tartines beurrées le matin, soupe de poisson et crêpes de sarrasin le soir, et lui se laisse materner avec une bonne grâce qui fait sourire Isabelle malgré ses angoisses. Les semaines passent dans cette routine étrange qui devient peu à peu familière. Mathieu part le matin à 6h pour le chantier naval, rentre vers 18h couvert de sueur et sentant le bois fraîchement coupé, prend sa douche dans la petite salle de bain du rez-de-chaussée, dîne avec elles autour de la table en chêne massif où 3 générations de la famille de Martine ont pris leur repas. Il parle peu mais écoute beaucoup,
rit aux anecdotes que Martine raconte sur l'enfance d'Isabelle à Saint-Malo, les bêtises qu'elle faisait avec ses cousins sur la plage de Rochebonne, les étés passés à pêcher des crevettes dans les rochers à marée basse. Un soir de janvier, alors que dehors la tempête fait rage et que les vagues viennent s'écraser contre les remparts de la ville avec un bruit de tonnerre, Mathieu demande soudainement à Isabelle pourquoi elle ne porte pas plainte pour harcèlement, pourquoi elle laisse ces femmes lui pourrir la vie sans réagir. Isabelle soupire, pose une main sur son ventre rond où le bébé donne des coups de pied vigoureux. Parce que Geneviève a de l'argent, des avocats, des relations. Parce que si je porte plainte, elle contre-attaquera. Et ça deviendra une guerre judiciaire sans fin. Et je ne veux pas élever mon fils dans un tribunal. Je veux juste qu'elle nous laisse tranquilles. Mathieu hoche lentement la tête comme s'il comprenait cette logique, mais Isabelle voit bien dans ses yeux qu'il n'est pas d'accord, qu'il aurait affronté le problème de face avec la franchise brutale des artisans bretons qui règlent leurs conflits sans détour. C'est quelques jours plus tard que Mathieu remarque l'homme en imperméable beige, garé au bout de la rue dans une Peugeot grise. Il sort de la maison, marche droit vers la voiture et frappe à la vitre du conducteur avec une autorité tranquille. L'homme sursaute, démarre précipitamment et disparaît au coin de la rue dans un crissement de pneus. Mathieu revient vers la maison, note le numéro d'immatriculation sur un bout de papier qu'il range dans sa poche. Le lendemain, il a un ami gendarme, à qui il demande de vérifier la plaque. La voiture est une location d'une agence parisienne, louée au nom d'une société de détectives privés, domiciliée dans le 8e arrondissement. Mathieu rapporte l'information à Isabelle, qui n'est même plus surprise. Elle s'y attendait. Geneviève a les moyens de payer quelqu'un pour la surveiller, pour documenter sa vie quotidienne, pour chercher une faille qu'elle pourrait exploiter. Elle veut prouver que je suis une mauvaise mère, murmure Isabelle, que je vis avec un homme que je connais à peine, que je suis instable, que l'enfant serait mieux avec elle. Mathieu s'assoit à côté d'elle sur le canapé, garde une distance respectueuse entre eux. Alors on va lui montrer qu'il n'y a rien à trouver. Je dors sur le canapé, je répare des trucs dans la maison, c'est tout. Un ami qui aide une amie de sa sœur. Rien d'ambigu. Isabelle le regarde vraiment pour la première fois depuis des semaines. Cet homme qui sacrifie ses nuits et son confort pour protéger une femme qu'il connaît à peine, et elle sent quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle n'ose pas nommer. Isabelle fixe l'assignation entre ses mains tremblantes. Les mots dansent devant ses yeux. Incapacité manifeste de la mère. Demande de garde préventive. Expertise psychologique obligatoire. Son ventre se serre si fort qu'elle doit s'asseoir. Le bébé donne des coups violents comme s'il ressentait sa panique. Martine lui prend le document des mains, le lit en silence, puis le pose sur la table avec un calme qui contraste avec la fureur dans ses yeux. « Elles n'auront pas cet enfant », dit-elle d'une voix de pierre. « Il faudra qu'elle me passe sur le corps. » Mathieu arrive quelques minutes plus tard pour le petit déjeuner, voit leur visage et comprend immédiatement. Il lit l'assignation, fronce les sourcils, puis décroche son téléphone et appelle Léa qui connaît une avocate à Rennes, spécialisée dans ce genre d'affaires. En milieu d'après-midi, une certaine maître Le Goff rappelle, la voix ferme et professionnelle. Elle demande à voir tous les documents, dit qu'elle peut être à Saint-Malo dès le lendemain. Elle arrive le lendemain en fin de matinée, une Bretonne d'une 50aine d'années aux cheveux poivre et cils coupés courts, tailleur marine strict et regard acéré. Elle écoute le récit d'Isabelle sans l'interrompre, examine les preuves du divorce, les messages anonymes, le rapport du détective privé que Mathieu a réussi à obtenir via son ami gendarme. Puis, elle pose l'assignation sur la table et sourit, un sourire qui n'a rien de rassurant. Madame Renaud a fait une erreur. Une grosse erreur. En demandant la garde préventive sans aucun fondement légal, elle se met en position de harcèlement caractérisé. On va contre-attaquer. Les semaines qui suivent sont un cauchemar administratif. Isabelle doit se rendre à Rennes pour une expertise psychologique qui dure 3 heures, une psychiatre qui l'a fait parler de son enfance, de son mariage, de ses projets d'avenir, qui note tout dans un dossier épais. Elle doit aussi passer une visite médicale complète qui confirme que la grossesse se passe bien, que le bébé est en parfaite santé, qu'elle n'a aucun problème de santé mentale ou physique. Mathieu l'accompagne à chaque rendez-vous, attend dans les salles d'attente avec une patience infinie, la ramène à Saint-Malo en parlant de choses et d'autres pour lui changer les idées. C'est pendant un de ces trajets retour
alors que la nuit tombe sur la campagne bretonne, et que les premiers réverbères s'allument dans les villages qu'il traverse, que Mathieu lui raconte soudainement son histoire. Son père qui buvait et frappait sa mère quand il était enfant, les années de terreur jusqu'à ce que sa mère trouve enfin le courage de partir avec Léa et lui, la bataille judiciaire qui a duré 2 ans avant qu'un juge accorde enfin une ordonnance de protection définitive. « Ma mère s'est battue seule contre un homme violent et sans argent, dit-il en gardant les yeux sur la route. Elle a gagné. Vous vous battez contre une vieille femme riche et méchante, mais vous avez votre mère, vous avez Léa, vous avez Maître Le Goff, et vous m'avez moi si vous voulez. » Isabelle sent les larmes monter, pas des larmes de tristesse mais quelque chose de plus profond, de la gratitude mélangée à autre chose qu'elle n'ose pas nommer. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi, Mathieu ? On se connaît à peine. » Il hausse les épaules, ce geste typiquement breton qui dit tant de choses sans prononcer un mot. « Parce que c'est juste. Et parce que Léa avait raison, vous êtes quelqu'un de bien. » 3 semaines avant le terme prévu, l'expertise psychologique arrive. Le rapport est sans appel. Madame Isabelle Moreau présente toutes les garanties d'équilibre mental et émotionnel nécessaires pour élever un enfant, environnement familial stable et sécurisant, absence totale de contre-indications. Maître Le Goff convoque immédiatement une audience en référé devant le juge aux affaires familiales de Saint-Malo. L'audience a lieu un mardi matin pluvieux. Isabelle, enceinte de 8 mois et demi, a du mal à rentrer dans les bancs du tribunal. Mathieu et Martine sont assis derrière elle. Maître Le Goff présente le rapport d'expertise et demande le rejet pur et simple de la demande de Geneviève Renaud. Le juge, un homme d'une 60aine d'années aux lunettes rondes, lit le dossier en silence, puis lève les yeux vers l'avocat de Geneviève, qui est venu de Paris spécialement. « Maître, votre cliente n'a aucun lien juridique avec l'enfant à naître, puisque le père a renoncé à ses droits parentaux. Cette demande est abusive et constitue du harcèlement. Demande rejetée. » Il frappe son marteau sur le bureau. « C'est fini. » Mathieu réagit en une fraction de seconde. Il soulève Isabelle dans ses bras comme si elle ne pesait rien malgré son ventre énorme, court jusqu'à sa camionnette garée sur le parking du tribunal sous la pluie qui redouble d'intensité. Martine monte à l'arrière avec Isabelle allongée sur la banquette, lui tient la main, murmure des encouragements tandis que Mathieu démarre en trombe, direction la maternité de Saint-Malo qui se trouve à 10 minutes de là si on respecte les limitations de vitesse, 5 si on ne les respecte pas. Les contractions se rapprochent déjà, 3 minutes d'intervalle puis 2. Isabelle hurle à chaque vague de douleur qui lui déchire le ventre, agrippe la main de Martine si fort qu'elle lui fait mal. Mathieu grille 2 feux rouges, klaxonne pour dégager les voitures qui traînent, se gare en catastrophe devant les urgences obstétriques dans un crissement de frein. Léa est de garde ce jour-là. Encore un de ces hasards qui ressemblent à un miracle. Elle surgit avec un fauteuil roulant et une équipe de sages-femmes. Installe Isabelle qui gémit de douleur, la pousse vers la salle de travail en courant presque. « Mathieu, viens avec nous !» crie Léa par-dessus son épaule. Il hésite une seconde, regarde Isabelle qui tend la main vers lui entre 2 contractions, et il la suit sans réfléchir davantage. Martine reste dans la salle d'attente, trop émue pour assister à la scène. Elle s'assoit sur une chaise en plastique orange et prie en silence, les mains jointes sur ses genoux, pour que tout se passe bien, pour que sa fille et son petit-fils survivent à cette épreuve. Dans la salle de travail, l'ambiance est à la fois tendue et étrangement calme. Léa examine Isabelle, annonce 8 cm de dilatation, encore un peu de patience. Les heures qui suivent sont un brouillard de douleur et d'épuisement. Isabelle hurle, pleure, supplie qu'on lui donne quelque chose pour arrêter cette souffrance insupportable, mais il est trop tard pour la péridurale. Le bébé arrive trop vite. Mathieu reste à côté d'elle, lui essuie le front avec un linge humide, lui murmure des mots d'encouragement qu'elle entend à peine à travers le brouillard de la douleur. « Tu es forte, Isabelle. Tu vas y arriver. Encore un peu. Il arrive bientôt. » À 16h30, alors que dehors la pluie bat toujours les vitres de la maternité et que le ciel de février est d'un gris de plomb, Léa annonce d'une voix claire et joyeuse « C'est bon, Isabelle. 10 cm. Aux prochaines contractions, tu pousses de toutes tes forces. Tu m'entends ? De toutes tes forces. » La contraction arrive comme une déferlante qui la submerge complètement. Isabelle pousse jusqu'à ce que ses muscles tremblent et que des pointes noires dansent devant ses yeux.
Elle sent qu'elle va mourir, que son corps va se déchirer en deux. Mais Léa crie encore. Encore une fois, je vois la tête. Allez, Isabelle, encore. Et elle pousse une dernière fois avec un hurlement qui vient du fond de ses entrailles. Et soudain, la pression disparaît, remplacée par un cri, minuscule, furieux, indigné, le plus beau son qu'Isabelle ait jamais entendu de toute sa vie. Léa lève le bébé encore tout gluant et couvert de vernix, les yeux fermés, les poings serrés, qui hurle à plein poumon. « C'est un garçon », annonce Léa avec des larmes dans les yeux. Elle pose le bébé sur la poitrine nue d'Isabelle qui éclate en sanglots incontrôlables. Serre ce petit corps chaud contre elle. Embrasse ses cheveux noirs encore mouillés. Respire cette odeur indéfinissable de nouveau-né qui ressemble à rien d'autre au monde. « Bonjour, Lucas », murmure-t-elle entre deux sanglots. « Bonjour, mon amour. Bienvenue. » Mathieu recule discrètement vers la porte, essuyant ses propres larmes du revers de la main, mais Isabelle lève les yeux vers lui et sourit à travers ses pleurs. « Reste », dit-elle simplement. Il reste, debout contre le mur, témoin silencieux de ce moment sacré, et quand Léa a fini de couper le cordon et de nettoyer le bébé, quand elle tend Lucas emmailloté dans une couverture blanche à Isabelle, il s'approche doucement et regarde ce petit visage fripé, ses yeux qui essaient de s'ouvrir, et il sent quelque chose se retourner dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti avant. Martine entre quelques minutes plus tard, voit sa fille tenant son petit-fils et s'effondre sur la chaise à côté du lit en pleurant de joie et de soulagement. Isabelle pose le bouquet de lys dans la poubelle de la chambre d'hôpital sans même le regarder, serre Lucas un peu plus fort contre elle et dit à Martine d'une voix calme qui surprend même sa propre mère: « On rentre à la maison, et si elles viennent, on les affrontera ensemble. » Le retour à Saint-Malo se fait dans un silence tendu. Mathieu conduit prudemment, jetant des coups d'œil inquiets dans le rétroviseur, comme s'il s'attendait à voir surgir la berline grise de Geneviève à chaque virage. Mais rien ne se passe. Pas de voiture suspecte, pas de message anonyme, juste le bruit de la pluie sur le pare-brise et les petits bruits que fait Lucas en dormant dans les bras de Martine. Les semaines suivantes s'écoulent dans cette douceur étrange des premiers jours avec un nouveau-né. Isabelle apprend à allaiter malgré les crevasses douloureuses, à changer les couches à 3 heures du matin les yeux fermés, à reconnaître les différents pleurs de Lucas, celui de la faim, celui du sommeil, celui qui signifie juste qu'il veut être dans ses bras. Martine est un soutien infaillible. Elle prépare des soupes nourrissantes, lave les montagnes de linge, berce Lucas quand Isabelle a besoin de dormir 2 heures d'affilée. Et Mathieu est toujours là, présence silencieuse et rassurante. Il a cessé de dormir sur le canapé après la naissance, estimant sans doute qu'Isabelle avait besoin d'intimité avec son bébé, mais il passe tous les soirs après le chantier naval, apporte du poisson frais qu'il achète directement aux pêcheurs du port, répare la chaise haute que Martine a trouvée au vide-grenier, monte le berceau en bois qu'il a fabriqué lui-même dans son atelier. Un soir de mars, alors que Lucas a 6 semaines et qu'Isabelle commence enfin à se sentir moins épuisée, Mathieu reste après le dîner pour boire une tisane dans la cuisine. Martine monte se coucher discrètement, Lucas dort dans son berceau au salon, et il se retrouve seul pour la première fois depuis des semaines. Le silence s'étire, pas gênant, juste chargé de non-dits. « Tu sais que tu n'es pas obligé de venir tous les jours », dit finalement Isabelle. « Je vais bien maintenant. Lucas va bien. » Mathieu tourne sa tasse entre ses mains calleuses. « Et si je viens pas parce que je me sens obligée ?» Isabelle lève les yeux vers lui, surprise. Il soutient son regard avec cette franchise directe des Bretons qui ne savent pas mentir. « Si je viens parce que j'aime être ici, avec vous deux ?» Le cœur d'Isabelle fait un bond dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle croyait mort depuis Thomas se réveille doucement, timidement. Mais la peur est encore là, la peur de se tromper encore, de faire confiance trop vite. « Mathieu, j'ai un bébé de 6 semaines, un ex-mari qui m'a trahi, une belle-mère qui me harcèle. Je ne suis pas exactement un bon parti. » Il sourit, ce sourire rare qui illumine son visage d'habitude sérieux. « Je sais tout ça, et je suis toujours là. » Ils n'en disent pas plus ce soir-là, mais quelque chose a changé. Une porte s'est entr'ouverte. Les mois passent. Lucas grandit, gazouille, sourit à Mathieu quand il arrive le soir, tend ses petits bras potelés vers lui. Geneviève et Thomas ne donnent plus signe de vie.
comme si la naissance de Lucas et leur défaite au tribunal les avaient enfin convaincus d'abandonner. Isabelle ose enfin respirer, croire que c'est vraiment terminé. Un soir de juillet, alors que Lucas a 5 mois et qu'ils se promènent tous les 4 sur la plage de Rochebonne au coucher du soleil, Martine marchant devant avec Lucas dans la poussette, Mathieu prend la main d'Isabelle. Elle ne la retire pas. Ils marchent en silence, pieds nus dans le sable encore tiède, écoutant les mouettes et le bruit des vagues. « J'ai pas de grande déclaration à te faire, » dit Mathieu en regardant l'horizon où le soleil plonge dans la mer. « Je suis juste un menuisier qui construit des bateaux. Mais je voudrais essayer. Avec toi. Avec Lucas. Si tu veux. » Isabelle s'arrête, se tourne vers lui. Cet homme qui a dormi sur son canapé pour la protéger, qui l'a portée jusqu'à la maternité, qui a été là à chaque moment difficile, sans jamais rien demander en retour. Elle se hisse sur la pointe des pieds et l'embrasse, doucement, timidement, et il la serre contre lui comme si elle était précieuse. Martine, qui les observe de loin, sourit et murmure à Lucas endormi dans sa poussette « Tu vois mon petit, parfois les tempêtes nous amènent exactement là où on doit être.